Ils se réunissent la nuit, derrière des portes dont seuls eux connaissent le code. Ils prononcent des serments dont certains textes anciens suggèrent des châtiments qui évoquent la mort elle-même. La franc-maçonnerie existe depuis des siècles. Elle est légale, visible, officielle. Parmi leurs membres, des rois, des présidents et des hommes qui ont changé l'histoire. Et pourtant, au cœur même de leur rituel, il existe un secret officiellement perdu. Un secret que personne ne peut transmettre. Aujourd'hui, on va explorer 6 mystères bien réels de la franc-maçonnerie, et vous allez voir que plus on avance, plus ces zones d'ombre deviennent difficiles à ignorer. Bienvenue sur Shadow of History. Mystère numéro 1, Hiram Abif. Au cœur de la franc-maçonnerie, il y a un meurtre, pas une métaphore, un récit initiatique, celui d'un homme appelé Hiram Abif. Son histoire apparaît dans les rituels du 3e degré, documentés dans plusieurs textes maçonniques du XVIIIe siècle. Dans la tradition maçonnique, Hiram est présenté comme l'architecte du temple de Salomon. Un homme détenteur d'un savoir unique, le mot sacré, celui qui donnait accès aux mystères les plus profonds de l'ordre. Un savoir que d'autres ont tenté d'obtenir par la force. 3 compagnons ont voulu lui arracher ce secret. Ils l'ont abordé en exigeant un mot secret. Il n'a pas cédé. Le premier coup est porté à la gorge, puis un second à la poitrine. Enfin, un 3e au front. Hiram tombe, et il emporte ce secret avec lui. Mais ce n'est pas seulement une histoire, parce que cette scène n'est pas simplement racontée, elle est rejouée, encore aujourd'hui. Lors du passage au grade de maître maçon, décrit notamment dans Illustration of Masonry de William Preston, le candidat revit symboliquement cette scène. Il est allongé, dans l'obscurité, privé de repères, comme suspendu entre 2 états, et un mot lui est transmis, pas le mot original, un mot de substitution, parce que le véritable secret est considéré comme perdu. Et pourtant, quelque chose dérange. Ce remplacement est reconnu officiellement dans les rituels eux-mêmes. Ce n'est pas un secret caché, c'est un manque assumé. Alors une question s'impose, si le cœur du rituel repose sur un secret perdu, que transmet-on réellement? Un savoir ou la mémoire d'un savoir disparu? Et pourquoi ce manque est-il conservé plutôt que comblé? Ce rituel, ce meurtre rejoué, est au cœur de la tradition maçonnique. Et pourtant, son sens exact n'est jamais expliqué de manière claire et unique. Officiellement, il s'agit d'une métaphore sur la mort et la renaissance. Mais est-ce vraiment tout, ou existe-t-il d'autres niveaux de lecture que tous les initiés ne perçoivent pas? Mystère numéro 2, le rituel d'initiation. On pourrait croire que ce rituel n'est qu'un symbole, une simple mise en scène, une tradition ancienne, conservée par habitude. Mais la réalité est bien différente. Lors de l'initiation, le candidat ne voit pas, il est plongé dans l'obscurité. Dans certains cas, ses yeux sont bandés. Il avance sans repère, guidé par d'autres. Il entend des voix, des instructions, des mots qu'il ne comprend pas encore. Puis le silence, un silence lourd, presque oppressant. Et c'est précisément dans ce moment que le rituel prend une autre dimension. Parce que ce que vit le candidat n'est pas seulement symbolique, c'est une expérience, une perte de contrôle, une mise à l'épreuve. Certains témoignages évoquent une sensation de rupture, comme un passage, pas physique, mais mental. Et une question revient souvent dans les récits d'anciens initiés. Pourquoi recréer une mort pour transmettre un savoir? Pourquoi ne pas simplement l'enseigner? Pourquoi passer par une expérience aussi marquante? L'interprétation la plus répandue parle de transformation, d'évolution, d'élévation. Mais certains historiens des religions comparent ce type de rituel à des initiations beaucoup plus anciennes, présentes dans des sociétés secrètes antiques, en Égypte, en Grèce, ou dans certains cultes à mystère. Des rites où la mort symbolique précède toujours une renaissance. Mais dans ces traditions, la renaissance apporte une révélation, un savoir caché. Alors ici, où est cette révélation? Si le secret est perdu, qu'est-ce que le candidat découvre réellement? Et surtout, est-ce que tous les initiés vivent la même chose, ou existe-t-il des niveaux d'expérience que certains ne franchissent jamais? Parce que dans la franc-maçonnerie, tout est basé sur la progression. Mais une progression vers quoi?
Un savoir? Une compréhension? Ou quelque chose de plus difficile à définir? Et c'est là que le doute commence à s'installer. Parce que plus on observe ces rituels, plus ils ressemblent à un langage codé, composé de gestes, de symboles, de mots, mais un langage dont la clé n'est jamais donnée entièrement, comme si chaque membre ne détenait qu'une partie du message. Et si c'était ça, le véritable secret? Pas un mot, pas une formule, mais une structure, un système où personne n'a accès à l'ensemble. Dans la franc-maçonnerie, tout le monde ne sait pas tout. C'est un principe fondamental. Les connaissances sont fragmentées, distribuées, progressives. Et plus on monte, plus le sens semble se transformer. Plus le grade est élevé, plus les secrets se dévoilent. Comme une pyramide, large à sa base, fragmentée, puis de plus en plus étroite, de plus en plus obscure, jusqu'à ce point, au sommet. Mais que trouve-t-on réellement là-haut? Une vision complète ou seulement une autre pièce du puzzle? Et le prochain mystère n'est pas caché dans des textes, il est sous nos yeux, depuis toujours. Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les secrets du passé. Mystère numéro 3, les symboles dans l'architecture. Regardez maintenant une carte de Washington DC. Prenez de la hauteur, tracez les grandes avenues. Certains chercheurs ont relevé des formes géométriques particulières dans le tracé de la ville, notamment des angles, des intersections, qui semblent former des figures. Mais aucune preuve historique ne confirme une intention symbolique officielle. Les plans de la ville ont été conçus par Pierre-Charles L'Enfant, puis adaptés par Andrew Ellicott, deux hommes liés à des cercles maçonniques de leur époque. La première pierre du Capitole a été posée en 1793 lors d'une cérémonie présidée par George Washington, lui-même franc-maçon avéré. Ce rituel est documenté. Mais ce n'est pas la forme qui intrigue le plus, c'est la répétition, des alignements, des axes, des symétries, comme si certains espaces avaient été pensés pour être lus, pas seulement traversés. Et ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis. À Paris, un axe historique traverse la ville, du Louvre jusqu'à la Défense. Un alignement développé sur plusieurs siècles, d'abord pensé pour des raisons politiques et esthétiques, puis prolongé sous Napoléon Bonaparte. Au centre, l'obélisque de la Concorde, un monument égyptien vieux de plus de 3000 ans. L'Égypte, une civilisation dont les symboles traversent les siècles et se retrouvent dans certains récits maçonniques, notamment dans les hauts degrés du rite écossais. Officiellement, ces constructions relèvent de choix urbains et historiques, mais une question persiste. Pourquoi certaines formes reviennent-elles si souvent dans des lieux de pouvoir? Coïncidence ou simple logique architecturale? Si ces tracés ont un sens, alors ils ne sont peut-être pas faits pour être vus, mais pour être interprétés. Et parfois, ces symboles ne sont même plus cachés, ils sont exposés, à la vue de tous. Mystère numéro 4, l'œil et la pyramide. Maintenant, regardez ce billet, le billet d'$1 américain. Sur ce billet figure une pyramide inachevée, surmontée d'un œil. Ce symbole fait partie du Grand Sceau des États-Unis, adopté en 1782. Mais il n'apparaît sur le billet qu'à partir de 1935, sous la présidence de Franklin D. Roosevelt. Le dessin a été soutenu notamment par Henry Wallace. Son origine est officielle et institutionnelle, sans lien établi avec une organisation particulière. Sous la pyramide, une phrase en latin, Novus Ordo Seclorum, un nouvel ordre des siècles. Au-dessus, Annui Coeptis, il approuve cette entreprise. Mais qui est ce « il » ? Officiellement, une référence divine, mais l'ambiguïté reste entière. Ce symbole est vu par des millions de personnes, chaque jour, sans être réellement interrogé. Et pourtant, il est là, constant, inchangé, depuis près d'un siècle. Dans certaines traditions, l'œil représente une surveillance divine, dans d'autres, une conscience supérieure, une présence, une autorité invisible. Mais encore une fois, aucune explication ne fait consensus. Peut-être parce que les réponses ne se trouvent pas ici, mais à un autre niveau. Mystère numéro 5, le 33e degré. On parle souvent des 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie, mais on parle très peu de ce qui vient après, et encore moins de ce qui se passe au sommet.
Dans le rite écossais, ancien et accepté, il existe jusqu'à 33 degrés, une progression initiatique documentée. Mais le 33e degré reste associé à une certaine discrétion. Les membres qui y accèdent ne postulent pas, ils sont choisis, cooptés. Parmi eux, on retrouve des figures historiques majeures, Harry Truman, Simon Bolivar, François Mitterrand, des hommes qui ont exercé un pouvoir réel, mais ce qui se dit dans ces cercles n'est pas public, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas destiné à l'être. Et cette opacité pose une question, s'agit-il simplement de traditions discrètes ou d'un niveau d'organisation différent ? Parce que parfois, ce qui est le plus troublant, ce n'est pas ce qui est caché, mais ce qui a déjà été découvert. Mystère numéro 6, la loge P2. Le dernier mystère, lui, est incontestable. Italie, 1981. Lors d'une perquisition menée chez Licio Gelli, les autorités italiennes découvrent une liste, 962 noms, officiels, vérifiés, liés à une loge appelée Propagandadou. Mais ce n'est pas une simple liste, c'est un instantané du pouvoir italien de l'époque. On y trouve des militaires de haut rang, des responsables des services secrets, des magistrats, des chefs d'entreprise, des journalistes influents, et parmi eux, Silvio Berlusconi. Très vite, l'affaire prend une ampleur nationale. Une commission d'enquête parlementaire est mise en place. Ses conclusions sont claires. La loge Propagandadou, dite P2, fonctionnait en dehors du cadre légal et ne correspondait plus aux principes d'une loge maçonnique traditionnelle. Officiellement liée au Grand Orient d'Italie, elle opérait en réalité de manière clandestine. Les enquêteurs parlent alors d'un réseau d'influence occulte, un système structuré, implanté au cœur même de plusieurs institutions. Parmi les documents saisis, un texte retient particulièrement l'attention, le Piano di Rinascita Democratica, plan de renaissance démocratique. Ce document existe, il est authentifié. Il propose notamment une réforme du paysage médiatique, une transformation des institutions, une réorganisation du fonctionnement de l'État. Selon les conclusions de la commission, ce texte est interprété comme un projet politique visant à renforcer l'influence de certains cercles sur les structures du pays. Mais une nuance importante demeure, rien ne prouve que ce plan ait été appliqué dans son ensemble. Autre élément troublant, certaines enquêtes ont évoqué des liens entre des membres de la P2 et plusieurs scandales majeurs de l'époque, notamment l'affaire de la banque Banco Ambrosiano, dans laquelle Licio Gelli apparaît de manière indirecte. D'autres connexions ont été suggérées avec le climat de tension des années de plomb en Italie, mais sur ce point, les liens restent discutés et non formellement établis. Face à l'ampleur du scandale, l'État italien intervient. En 1982, la loge P2 est officiellement dissoute, et une loi interdit désormais toute organisation secrète de ce type. Mais la disparition de la P2 ne met pas fin aux questions. Parce que ce que révèle cette affaire, ce n'est pas seulement l'existence d'un groupe clandestin. C'est le fait qu'un tel réseau ait pu exister et évoluer pendant des années, au sein même des institutions. Alors une question demeure, la loge P2 était-elle une dérive isolée, liée à un contexte politique particulier ? Ou bien le symptôme d'un mécanisme plus discret, plus diffus et plus difficile à détecter ? Une question qui, encore aujourd'hui, reste sans réponse claire. 6 mystères, 6 réalités documentées, pris séparément, ils peuvent sembler explicables, mais ensemble, ils dessinent autre chose. Un système, une logique, quelque chose de structuré, mais jamais totalement révélé. La franc-maçonnerie se présente comme une organisation philosophique, et pour beaucoup de ses membres, c'est une réalité sincère. Mais entre les premiers degrés et les plus hauts niveaux, il existe des différences d'information, des silences, des zones floues et peut-être des vérités fragmentées. Alors la question reste ouverte. Selon vous, ces mystères sont-ils le fruit de traditions mal comprises ou les fragments d'un système que personne ne voit dans son ensemble ? Dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement. Likez et partagez-la avec un ami passionné de mystères. Et si vous voulez aller plus loin dans les mystères interdits, la prochaine vidéo que je vous recommande est celle-ci.
C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À tout de suite pour une nouvelle vérité.